Alors, bonjour à tous, je suis Théophile, chargé d'accompagnement numérique au sein de l'association Technomed de Catch Business School. Alors, tout d'abord, merci à vous d'être présents ce matin pour notre deuxième conférence de la Digital Week. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Ali Zehamari, directeur innovation chez Thales, pour cette conférence sur le thème de l'IA et de la domotique. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat sur YouTube directement. On y répondra bien évidemment en fin de conférence. Donc je vais maintenant laisser la parole à Monsieur Zehamari pour cette conférence. Merci Théophile, bonjour à Merci à vous. tous. Merci pour votre participation à cette conférence sur l'intelligence artificielle et la domotique. Merci à Kedge de m'avoir invité à partager avec vous ce sujet passionnant. La présentation durera une demi-heure, ce qui nous laissera une autre demi-heure de discussion pendant laquelle vous pourrez poser vos questions et je ferai de mon mieux pour y répondre. Donc, je m'appelle Ali Zamari. Je suis passionné d'électronique et d'informatique depuis mon plus jeune âge. Déjà enfant, au grand désespoir de mes parents, je m'amusais à démonter tout ce qu'il y avait autour de moi. Et, euh, et encore aujourd'hui, au grand désespoir là, de ma femme, qui trouve régulièrement des cartes électroniques à droite, à gauche, je continue à m'émerveiller et à étudier toutes les nouveautés autour de l'électronique et l'informatique. Actuellement, je suis directeur innovation dans une équipe R&D, R&D pour recherche et développement. C'est une équipe de R&D avancée chez Thales DIS, anciennement Gemalto, pour ceux qui connaissent l'entreprise de la région. Nous sommes spécialisés dans les solutions d'identité et sécurité numérique pour les secteurs des télécoms, bancaires, entreprises et projets gouvernementaux. Euh, J'en profite pour changer de slide, j'ai oublié. Donc, euh, j'ai rajouté un exemple de produit sur lequel j'ai contribué pour avoir une idée de ce qu'on fait en innovation. Donc, le premier produit en bas à gauche, c'est la carte dynamique. C'est une carte de paiement bancaire qui permet de sécuriser les achats sur Internet. Lorsque vous faites un achat sur Internet, on vous demande de rentrer votre numéro de carte ainsi que les trois petits chiffres qu'il y a derrière la carte. Et dans ce produit, ces chiffres changent toutes les 45 minutes et ça va empêcher à un attaquant, quelqu'un qui arrive à espionner les informations, de pouvoir réutiliser ces informations pour faire des achats frauduleux. Pourquoi? Parce que le code qui est affiché derrière la carte est valide uniquement pendant 45 minutes. La carte du milieu, c'est aussi une carte de paiement bancaire. Elle permet de remplacer le PIN par l'empreinte digitale. Donc, dans cette carte, on a inséré dans le corps plastique de la carte un capteur d'empreinte digitale et on va venir vérifier votre empreinte à chaque transaction, aussi bien en contact que sans contact, sans limite de montant. Et donc, ça va vous permettre, par exemple, de faire un paiement sans limite, sans avoir à toucher le terminal de paiement, ce qui peut être intéressant pendant ces temps de Covid. Le dernier produit, celui de droite, c'est la Voice Card. C'est une carte qui est dédiée aux malvoyants qui sont victimes de fraude régulièrement. Et cette carte va permettre de vocaliser le montant de la transaction par l'intermédiaire du smartphone du porteur. Et l'idée, c'est que le malvoyant, il peut entendre le montant de la transaction et taper son code PIN seulement si l'information est valide. Voilà sur mon expérience de développement de produits, on va dire complexes, qui allient aussi bien de l'électronique que de l'informatique embarquée. Alors, l'intelligence artificielle embarquée, c'est quoi? Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais expliquer quelques termes qu'on va employer.
Donc, l'intelligence artificielle est exécutée dans des microprocesseurs avec des ressources limitées. C'est ce qu'on appelle l'embarqué. Ce sont des microprocesseurs qui ont une faible mémoire de calcul, ce qu'on appelle la RAM, une faible capacité de stockage et une vitesse d'exécution limitée. Et on a ces microprocesseurs, par exemple, tout autour de nous. C'est ce type de microprocesseur qui va piloter vos appareils ménagers, votre frigo, votre four, les affichages. C'est utilisé notamment dans les automates, dans l'industrie. On les retrouve aussi dans les électroniques de la voiture. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans votre voiture, il y a des dizaines de microprocesseurs qui gèrent les différents organes, par exemple la climatisation, les freins, l'ABS, la régulation du moteur. Et, et la limite des systèmes embarqués, c'est le téléphone portable qui aujourd'hui se rapproche de plus en plus de la puissance d'un ordinateur de bureau. Et on utilise le terme de réseaux neuronaux artificiels, ces algorithmes qui s'inspirent du fonctionnement des neurones biologiques, des neurones du cerveau. Vous allez aussi entendre parler de edge computing ou intelligence à la périphérie. C'est l'alternative au cloud computing. Il s'agit de traiter les données en périphérie directement proche, on va dire, des capteurs dans les appareils plutôt que de les transférer dans les data centers où ils vont consommer énormément d'énergie à traiter des données qui sont des fois inutiles. Imaginons par exemple un capteur qui va détecter une anomalie sur une électrovanne. La plupart du temps, il fonctionne correctement. Donc, on va envoyer énormément de données vers le cloud qui est inutile puisque ce qui nous intéresse, c'est seulement détecter une anomalie. Et dans ce cas, si c'est exécuté directement proche de l'appareil dans le microprocesseur qui va gérer ce capteur, eh ben, ça va limiter cette quantité de données. On parle aussi de machine learning, le machine learning ou ML de temps en temps. Ce sont les algorithmes basés sur l'apprentissage automatique. C'est une branche de l'intelligence artificielle. Pourquoi? Alors parce qu'il est compliqué d'écrire un programme qui soit, par exemple, capable de différencier un visage humain d'un animal. Par contre, en utilisant ces algorithmes d'apprentissage, on déporte la complexité du programme qui nécessite des spécialistes du logiciel et on va déporter cette complexité dans la collecte de données. Et en fait, c'est beaucoup plus simple de collecter des images de visage plutôt que d'aller écrire un logiciel de reconnaissance faciale. Par exemple, pour entraîner un modèle de reconnaissance faciale, il faut des milliers d'images euh, et, euh, et ces algorithmes sont à l'usage, ils se sont montrés beaucoup plus performants dans les traitements de données complexes et chaotiques. On parle aussi de modèles. C'est un ensemble de données qui caractérisent une fonction qui va résoudre une tâche. Donc, c'est typiquement ce modèle qui sera exécuté pour détecter, par exemple, la présence d'un avion dans une image. Et au final, tous ces algorithmes, ces modèles, ce machine learning, le edge computing, ces réseaux neuronaux artificiels, ce ne sont que des programmes. Ce ne sont que des programmes qui sont exécutés dans des microprocesseurs comme vos applications sur le PC ou sur votre téléphone. Un petit rappel historique sur l'intelligence artificielle. Donc, ce sont des algorithmes qui ont été découverts à la fin des années 50 suite à des études sur le fonctionnement du cerveau humain. Et un des chercheurs qui a travaillé sur le sujet est Alan Turing, qui est connu pour avoir contribué à casser
la machine Enigma, utilisée par par les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale pour chiffrer leurs messages. C'est juste pour vous dire que ça date de l'après-guerre. Ces recherches, depuis les années 50-60, ont très très peu évolué, et notamment par le manque de puissance des ordinateurs et le manque de données. Il faut savoir que le meilleur des ordinateurs des années 50, fin des années 50, faisait à peu près 2 kilos de mémoire et qui est moins puissant qu'une calculatrice de poche. Donc imaginez l'exécution d'un algorithme de reconnaissance faciale qui a besoin de milliers d'images euh, pour, euh, euh, pour être entraîné. Et il y a encore 20 ans, c'était voire impossible de collecter autant d'images. Alors que maintenant, il suffit d'utiliser Google, de faire une requête pour avoir des milliers d'images. Donc ces algorithmes ont été remis au goût du jour, notamment par Yann Lequin, qui est un des pères de la technologie Deep Learning, qui a permis de faire progresser fortement la capacité des réseaux neuronaux et qui est aujourd'hui employé de Facebook. Alors, je vous invite à aller faire quelques recherches sur Yann Lequin. Il y a pas mal de conférences sur YouTube, il y a pas mal d'articles sur ses travaux qui sont passionnants. Et depuis une dizaine d'années, c'est les GAFAM, les Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, qui ont fortement investi dans le domaine, notamment dans ce qu'on appelle le big data. C'est grâce à ces algorithmes qu'ils ont la capacité de traiter ces milliards de données qui remontent des réseaux sociaux. Et le modèle économique de ces entreprises ne tient que grâce à ces algorithmes qui sont capables d'analyser de manière extrêmement efficace les messages, les vidéos, les images que vous postez, et afin de mieux vous comprendre et de vous envoyer de la publicité ciblée. Et même les filtres Instagram que vous utilisez pour rajouter des animations, ces filtres, ils n'existent que grâce à ces algorithmes d'intelligence artificielle qui sont capables de retrouver votre visage dans l'image et rajouter ces effets. Et je dirais, même la conférence actuelle, on est en train de retransmettre un flux vidéo. J'ai derrière moi une image de bibliothèque et ce n'est pas la salle où je suis. Cette image, elle est rajoutée grâce à un algorithme d'intelligence artificielle qui va reconnaître mon visage, mon corps, qui va enlever le fond actuel et mettre cette image. Donc, on est entouré de ces algorithmes qui s'exécutent dans énormément de services qu'on utilise. Et ces derniers temps, il y a une nouvelle tendance du marché, c'est l'intelligence artificielle embarquée. Alors, pourquoi s'intéresser à ces objets? Tout simplement parce que la multiplication des flux de données vers les serveurs, notamment grâce à la 5G, qui va démocratiser l'Internet des objets, ce qu'on appelle Internet of Things, et qui va consommer de plus en plus de bandes passantes, qui va envoyer de plus en plus de messages de ces objets à leur tour vont consommer de l'énergie à traiter ces messages. Et on estime aujourd'hui que 90% des messages qui sont envoyés sur le cloud sont inutiles. Par exemple, je vais prendre l'exemple de la surveillance d'une turbine EDF, par exemple, qui enverrait des mesures de paramètres physiques de la turbine vers un serveur sur le cloud. La plupart du temps, cette turbine, elle fonctionne correctement. Donc, la plupart du temps, elle va envoyer des informations qui sont inutiles. Donc, autant essayer de faire ce traitement à la périphérie, c'est-à-dire près de là où on va capter le signal, et n'envoyer que les messages de défaillance vers les serveurs qui, eux, seront
qui vont continuer à être hébergés sur le cloud. Le second point, c'est l'autonomie. Imaginez, en cas de défaillance réseau, si le service est exécuté dans cet objet, à la périphérie, continuer à s'opérer même s'il y a une défaillance réseau. Et ce qui peut être très très important, par exemple, pour un appareil médical qui est censé fournir un traitement en continu, et il est hors de question de s'appuyer sur un service qui serait peut-être défaillant à cause du réseau. Le sujet suivant, c'est le temps de latence. Le temps de latence, c'est le temps d'exécution. C'est le temps que le message parte de mon objet, aille sur un serveur distant, qui soit traité et qui revienne. Et suivant le cas d'usage, ça peut être critique et il faut que le service soit le plus rapide possible. Par exemple, je reviens à mon histoire de turbine. En cas de défaillance, il faut qu'on puisse arrêter de manière la plus rapide possible cette turbine avant qu'elle n'engendre encore plus de dégâts. Le point suivant, c'est la vie privée. Je reviens par exemple, un exemple d'un téléphone portable, vous utilisez sûrement les services d'Apple, par exemple Siri, qui va permettre de composer de manière automatique un numéro de téléphone. Et, et à chaque fois que vous envoyez, vous utilisez ce service, eh ben, il va envoyer des informations sur le cloud. Et pour des questions de vie privée, il est important que Apple n'ait pas accès à des informations privées, à savoir qui est le contact de la personne, le contact que vous appelez, par exemple. Point, un des plus importants, c'est la sécurité. C'est à partir du moment où les données sensibles de vos objets restent et sont traitées directement dans votre objet, vous limitez le risque de vol de données personnelles. Alors, quels sont les défis technologiques? Donc, à chaque nouvelle nouveauté technologique, il y a des nouveaux défis. Et un des plus importants pour nous, ça va être la taille de ces modèles. Alors, aujourd'hui, quand on utilise, par exemple, un modèle de reconnaissance d'objets. Un des plus utilisés, c'est MobileNet, qui est un des plus compacts compatibles pour un téléphone. Il fait de mémoire 16 mégas. Aujourd'hui, dans nos objets, il nous faudrait plutôt des modèles de 16 kilos que 16 mégas. Donc, ça fait, on va dire, une réduction de 1000 fois pour être compatible avec nos objets. Imaginons les temps de traitement. Par exemple, une reconnaissance faciale qui est quelque chose qui est utilisé tout le temps par Facebook, va prendre quelques 10 millisecondes à s'exécuter sur un serveur cloud. Et si on devait l'exécuter dans un petit objet qui est, on va dire, peut-être 100 fois moins puissant, il faudrait 10 secondes pour reconnaître votre visage, et ce qui n'est pas acceptable, par exemple, pour un contrôle d'accès. Et enfin, le dernier sujet, c'est la consommation. Que si vous exécutez plus de process, plus de programmes dans votre objet, forcément, il va consommer plus. Et s'il fonctionne sur pile, ça va affecter sa durée de vie. Je vais vous parler maintenant du premier projet sur lequel on a travaillé dans mon équipe il y a quelques années, quand on a commencé à parler d'intelligence artificielle, à parler de neurones. Et quand j'ai compris ce que c'était que neurone, je me suis rendu compte que j'étais capable d'écrire le code pour exécuter une neurone en 3 lignes, en 3 lignes de code. Par contre, attention, dans une reconnaissance faciale, il n'y a pas un neurone, il y en a 1 million, et donc du coup, c'est beaucoup plus complexe. Mais l'idée, c'est que je me suis rendu compte que ces algorithmes, ils n'étaient pas vraiment compliqués à exécuter, et
j'ai proposé à mon équipe de travailler à voir comment adapter un modèle existant. Alors, on a récupéré un modèle qui est l'OCR, qui est souvent utilisé pour faire de la recherche. Alors, OCR pour Optical Character Recognition, c'est typiquement les algorithmes qui sont utilisés, par exemple, quand vous allez scanner un document. Vous allez scanner un document et vous avez envie de pouvoir récupérer le texte au format Word. Et dans ce cas, vous allez utiliser un logiciel OCR qui va convertir cette image en caractères. Et donc, on a récupéré un modèle existant, on a récupéré une banque d'images pour pouvoir l'entraîner, pour pouvoir l'évaluer. Pourquoi? Parce que l'enjeu, ce n'était pas le modèle en lui-même, c'était voir qu'est-ce qu'on était capable d'optimiser, quels étaient les gains qu'on était capable d'atteindre grâce à de l'optimisation. Et donc, on a eu un expert embarqué, un expert de logiciel embarqué, qui a travaillé à réduire la taille de code, à réduire la taille de consommation RAM, à réduire le temps d'exécution. On s'est rendu compte qu'on était capable de réduire fortement euh, ces temps et la taille de ce modèle, tout en gardant une bonne qualité de reconnaissance. Donc, on s'était dit, ben, suivant le cas d'usage, eh ben, on est capable, euh, bien sûr, il sera moins performant que l'algorithme qui sera exécuté sur un serveur du cloud, mais il est capable, nous, on a prouvé qu'on était capable de passer tous les tests qu'on a récupérés, et donc on était capable de garder de bonnes performances, de bonne qualité, tout en optimisant la taille de code et le temps d'exécution. Et ce qui nous a permis, derrière, ça a déclenché d'autres projets autour de l'intelligence artificielle embarquée. Maintenant, je vais vous donner quelques exemples d'applications à la domotique et d'objets qui existent, hein, qui sont déjà disponibles. Alors, la domotique, ce n'est pas du tout le domaine de Thales, mais je souhaitais illustrer ce sujet avec des objets courants que chacun d'entre nous peut retrouver autour de lui. Et, par exemple, les assistants vocaux. Alors, notamment le Google Home que j'ai à la maison et qui est extrêmement performant sur de la reconnaissance vocale, hein. Bien sûr, il est animé par de l'intelligence artificielle. Il y a aussi le thermostat Nest. Nest, qui est une compagnie, une entreprise américaine qui fabrique des thermostats et qui a été rachetée par Google. On voit l'intérêt des GAFAM pour ces objets qui sont intelligents. Et l'intérêt de ces thermostats, c'est qu'il va apprendre à comprendre vos habitudes. Et, et au bout d'une semaine, il va comprendre vos habitudes et il va aussi mesurer l'inertie de votre maison et il va adapter la gestion de la température de votre maison pour qu'elle soit à la température idéale quand vous arrivez chez vous et aussi arrêter le chauffage pour tenir compte de l'inertie de la maison pour que au départ de votre maison, eh ben, la température commence à rediminuer pour faire des économies d'énergie. Et c'est le cas notamment quand on a un plancher chauffant qui a beaucoup d'inertie, hein, peut-être une dizaine d'heures d'inertie. Et enfin, le dernier exemple, c'est mon préféré, hein, c'est l'aspirateur autonome qui, grâce à l'intelligence embarquée, va lui permettre d'éviter les obstacles et de nettoyer votre sol de manière efficace. Alors, c'est mon préféré puisque c'est moi qui suis chargé de la corvée de nettoyage et grâce à lui, je fais d'autres choses. Tout simplement, je passe plus de temps à cuisiner qu'à passer l'aspirateur. Quelles sont les applications pour demain? Alors, je pense personnellement, hein, ça n'engage que moi, hein, c'est qu'en domotique, il y a encore beaucoup de cas d'usage à trouver et je pense que les sujets ne manquent pas. J'ai mis quelques exemples. Par exemple,
l'arrosage automatique. Dans le sud, on aime bien les belles pelouses. Et pourquoi pas utiliser une caméra pour détecter la couleur de la pelouse et piloter directement l'arrosage, ce qui est beaucoup plus simple à déployer, hein. Il suffit d'avoir, par exemple, une caméra de surveillance qu'on peut et sur laquelle on peut rerouter ce flux vidéo vers un appareil qui serait capable de détecter la couleur. Je reviens au thermostat intelligent qui peut permettre de fortes économies d'énergie et qui peut contribuer à avoir une maison plus verte. Ou alors, imaginons un interphone qui pourrait, par exemple, être dérouté de sa fonction et grâce à sa caméra, on pourrait faire un contrôle d'accès et vous ouvrir de manière automatique le portillon à chaque fois que vous vous présentez devant la caméra ou même vous envoyer un message et vous dire qu'un tel de vos amis a sonné chez vous, par exemple. Bref, il y a plein d'idées à trouver et la limite, ce n'est que notre imagination. Alors, quelles sont les raisons de croire à cette nouvelle révolution technologique? Un, la faisabilité technique est prouvée. Il y a de plus en plus d'acteurs, d'universités, de start-up qui travaillent sur des outils pour développer des modèles d'intelligence artificielle embarqués qui sont adaptés à ces objets. Il y a de plus en plus d'efforts de l'industrie pour proposer des compilateurs, pour proposer des puces qui commencent à être spécialisées, qui vont apporter des accélérateurs qui vont permettre d'exécuter plus rapidement ces algorithmes d'intelligence artificielle et qui vont permettre aussi de réduire la consommation. Et, et notamment Google qui propose maintenant des puces. Google se met à faire des puces pour exécuter ces modèles qui sont exécutés chez eux sur le cloud dans des petites puces et ils offrent aussi les outils pour convertir ces modèles et pour les adapter à des objets, intelligents. Et il est aussi possible de réutiliser les objets existants, hein. C'est le cas, par exemple, de mon aspirateur préféré. J'ai reçu, il y a pas longtemps, une mise à jour avec un message qui m'expliquait que maintenant, je pourrais le piloter à la voix. Donc, le fabricant a rajouté de l'intelligence artificielle pour ajouter des commandes vocales. Donc, ils avaient sûrement déjà prévu les capteurs sur l'appareil lui-même, mais grâce à une mise à jour de logiciel, ils ont pu apporter de nouveaux services. Et l'objectif, c'est d'apporter des nouvelles expériences utilisateurs et qui est vraiment le leitmotiv de toute innovation. Aujourd'hui, quand on parle d'innovation, c'est nouvelle expérience utilisateur. Et enfin, le surcoût qui peut être acceptable dans la plupart des cas. Pourquoi? Parce que le surcoût, il sera que sur le stockage et sur le microcontrôleur. Tout le reste de l'appareil, ben, ça n'impacte pas. Donc, on est capable d'exécuter, de rendre des objets de notre quotidien plus intelligents sans avoir avec un surcoût acceptable. Et en conclusion, on voit que grâce à ces prouesses technologiques, on apporte de plus en plus d'intelligence dans les petits objets. C'est la rencontre de plusieurs métiers. C'est du logiciel, les data scientists, et c'est aussi du matériel, donc des experts qui soient capables d'écrire, euh, d'adapter ce code pour qu'il soit le plus performant possible. C'est une tendance profonde. On voit qu'il y a énormément d'acteurs comme les GAFAM hein, qui investissent le sujet, des réseaux neuronaux embarqués notamment. Et on a aussi l'accompagnement des États, notamment l'Europe qui favorise la mise en place de projets financés. D'ailleurs, je vais à partir du mois de juillet m'occuper
d'un projet qui sera dédié à l'intelligence artificielle embarquée. Et l'idée, c'est que l'Europe veut favoriser un écosystème européen. Et le plus important maintenant, c'est de trouver les cas d'usage. Et c'est là où on a besoin de vous. Et trouver des cas d'usage pour créer de nouvelles opportunités pour chacun d'entre nous. Voilà, j'ai terminé cette présentation. Je m'excuse de la coupure. Pas de souci. Déjà, merci à vous. C'était très, très intéressant. On peut peut-être passer rapidement aux questions si ça vous va. On a une question qui est un peu sur le thème de la RSE. Alors, je vous la pose. Y a-t-il des moyens, idées en développement pour faire cohabiter IA et RSE d'un point de vue environnemental, car toutes ces activités incroyables consomment beaucoup d'énergie? Alors, Alors, effectivement, toutes, toutes ces activités, hein, notamment sur les serveurs, consomment énormément d'énergie. Et justement, l'idée de, de, de l'intelligence artificielle embarquée, c'est de faire un traitement local et optimisé. Et en général, quand on va exécuter cette application, ce traitement dans un objet, on n'a pas besoin d'envoyer ces informations vers des serveurs qui, eux, consomment énormément. Et surtout, on ne va pas envoyer d'informations inutiles. Et je crois que la clé, c'est ça. C'est aujourd'hui, si on envoie, par exemple, imaginez un flux vidéo qui fasse de la surveillance d'une rue. Hein. J'avais entendu parler le réseau de caméras de Mexico, c'est 15 000 caméras. Vous imaginez 15 000 caméras qui envoient des flux vidéo sur des serveurs. Ça va encombrer tous les serveurs et en même temps, ça va monopoliser des data centers pour traiter des données qui, la plupart du temps, sont inutiles parce qu'il ne se passe rien. Donc, si on est capable de faire ce traitement directement dans la caméra, on n'enverrait que les informations utiles au data center et naturellement, ça économiserait de l'énergie. d'accord. Ok, très, très, très intéressant. Une autre question, y a-t-il une limite légale au développement de l'IA? Vous en avez un peu parlé, mais peut-être que vous pouvez préciser certains points. J'imagine que c'est assez général comme question, mais c'est plus d'un point de vue légal. Alors, pas pour l'instant. Pas pour l'instant, pourquoi? Parce que ces algorithmes, en fait, on les appelle intelligents, mais ça reste que des programmes. Aujourd'hui, si c'est pour piloter un aspirateur, il n'y a pas de risque. Donc, il n'y a pas, il y a pas je ne vois pas de loi ou qui limiterait l'usage de l'IA dans les objets. Par contre, c'est plus en termes de vie privée. Là, oui, il y a des lois, il y a la RGPD, et le fait de faire du traitement local, ben, ça va permettre de justement lutter pour la vie privée, puisqu'on va essayer de garder toutes les informations qui vous sont personnelles dans vos objets. D'accord. Éviter qu'ils se propagent sur le net, dans des data centers. Ok, très bien. Et une dernière question, plus axée étudiant. Comment développer un produit avec de l'IA sans trop de coûts en R&D? Je pense notamment à des étudiants qui souhaiteraient se lancer dans le domaine. Alors, je dirais que c'est vraiment au cas par cas. Vous pouvez trouver mes coordonnées, donc c'est Alizé Amari, vous tapez sur LinkedIn, vous Très m'envoyez un bien. petit message et rajoutez que vous venez de Kedge, parce que sinon, je filtre pas mal, on est pas mal sollicité à partir de LinkedIn et des fois pour rien. Et là, j'attends l'intelligence artificielle qui vienne m'aider à nettoyer, à éviter d'être sollicité inutilement. Et en fonction du cas d'usage, je pourrais vous conseiller. Super. Écoutez, merci beaucoup. On arrive au terme de cette conférence. Donc merci à vous pour votre participation. C'était très, très enrichissant, je pense, pour les gens qui nous ont écoutés et pour moi aussi d'ailleurs. Alors merci aussi aux personnes qui ont posé, des questions. Je pense qu'on a atteint donc, on avait dit 12h30, on est dans les
On a réussi à être pile à l'heure. Merci Théophile, Merci à vous. et Merci à merci à vous. tous. Et je suis encore désolé pour la coupure. Aucun souci. Merci à vous. Et, Et et- oui. oui, allez-y. Non, non, je voulais juste te dire, bien sûr, vous allez couper ça au montage et Bien vous évidemment, allez. on va faire un peu de montage, nous, c'est notre boulot d'étudiant. Je voulais simplement préciser pour les gens qui nous écoutent qu'on sera de retour à 15h, toujours sur notre chaîne YouTube pour une autre conférence. Cette fois-ci, ce sera sur les enjeux éthiques et sociaux de l'IA avec Tahir Chtiwi, j'espère que j'ai bien prononcé son nom, président et fondateur à Avency School for Technology, Business and Society. Voilà, c'est pour la suite de notre programme. Merci beaucoup. Merci encore à Thalès pour cette intervention. Merci à tous et je vous souhaite une belle journée. Au revoir. Merci.